Bonjour à tous, merci d'être là pour cette conférence qui a plein de particularités en ce qui me concerne, parce que c'est la première fois que je vais parler de ça, parce que la situation, la vie a fait que ces deux dernières années, j'étais dans une situation d'isolement qui m'a mis en dehors, qui m'a fait sortir de la pensée du temps et qui m'a permis d'établir des connexions absolument extraordinaires avec un autre monde. Et j'ai pu compléter le travail de 35 années de ma vie et apporter quelque chose de complet. J'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir résolu l'équation alimentaire de l'homme et je n'ai jamais encore eu l'occasion d'en parler publiquement. J'ai écrit des choses, j'ai fait des vidéos, mais cette conférence est pour moi particulière, à plein d'écarts, dont celui-là et puis d'autres que vous découvrirez sur la fin. Donc, alors je ne sais pas trop, je vais repartir un petit peu du début, parce que du début de mon histoire, que beaucoup connaissent déjà, mais certains non, et avec une histoire de sclérose en plaques à l'âge de 30 ans, qui m'ont amené à prendre un bateau et faire un début de tour du monde que je pouvais, avant que ce soit trop tard, parce que la sclérose en plaques, elle avançait, mois après mois, j'avais un petit bout qui partait. Et donc cette époque-là a fait que je me suis retrouvé à naviguer en bateau dans les Caraïbes, puis au Venezuela, et à vivre des choses assez extraordinaires, et qui m'ont conduit à, suite à une rencontre, là je vous raconte un peu le début de l'histoire de Quand je serai seul avec la mer, où j'ai été amené à confronter un livre sur l'instinctothérapie. Mais à l'époque, la méthode était pour moi inapplicable. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire comme disait le grand patron dans son stage. Je ne pouvais pas faire des repas. C'est-à-dire que je ne pouvais pas m'alimenter en 2 prises alimentaires de la journée en faisant des repas avec plusieurs aliments. Parce qu'on ne peut pas, avec 2 prises alimentaires, couvrir tous ses besoins. Moi, j'étais sur mon bateau, je naviguais. J'avais besoin donc de sortir, d'être à la barre, de surveiller. Donc chaque fois que je pouvais faire une pause, je mettais le pilote automatique. Je descendais 5 minutes chercher quelque chose à manger. Je mangeais et puis je reprenais la barre. Donc je ne pouvais pas faire ça. Donc je mangeais, je faisais une prise alimentaire toutes les 2 heures. En suivant les principes qui ont été mis à jour par Burger et qui a été un travail formidable. À l'époque, je me suis basé là-dessus, mais je l'ai appliqué, je l'ai aménagé pour pouvoir suivre mon chemin. Et il s'est avéré que, sans le vouloir, avec une multitude d'inconnus, j'ai adopté le mode alimentaire, le comportement alimentaire du cueilleur originel, mais je n'en savais rien. Je n'ai pas voulu, je ne suis pas responsable, j'ai pas du tout... J'en retire aucune fierté. C'est tombé comme ça. Mais ce que j'ai pris dans mon corps et dans ma tête, ça a été extrêmement violent. C'est-à-dire qu'en une semaine, où j'étais depuis des semaines, des mois, j'avais déjà eu plusieurs crises, j'avais perdu la vue à un œil, et j'ai été amené à longer la péninsule de Paria au Venezuela, qui est une péninsule avec des falaises de plus de 300 mètres de haut. Et moi, j'étais obligé de naviguer très près de la côte pour profiter d'un contre-courant. Donc j'étais au spectacle. J'avais cette péninsule sous les yeux. C'était un spectacle magnifique que je regardais à longueur de journée. Alors dans la journée, j'ai rien constaté. Je voyais très mal avec mon œil, etc. Mais quand je m'arrêtais, je mettais mon encre, je dormais. Pendant la nuit, il se passait quelque chose, un cumul pendant 8 heures d'amélioration. Ce qui fait que quand je me réveillais le matin, c'était un autre monde qui s'offrait à moi. Et ça se jouait vraiment à la dimension de la journée. Et là, je me suis dit, là, il se passe une chose. Ma vue est en train de revenir. Ça a été le truc le plus flagrant. Le deuxième point qui a été très fort, suite à ce comportement alimentaire, le deuxième point, c'est les maux de tête. Je vivais avec des maux de tête en permanence. Je me souviens très bien, du Diantalvic, mais j'en prenais vraiment à dose importante pour supporter les choses. Et j'ai commencé à oublier de prendre ce Diantalvic. Et les jours se sont passés, et au bout d'une semaine, ça a été
tout à fait bouleversant ce que j'ai ressenti en accéléré. C'est-à-dire qu'en une semaine, mon corps, déjà, je marchais. Sur le bateau, ça va. Sur un bateau, on a des points d'appui tout le temps. Hein, donc les problèmes que j'avais eu avec ma sclérose en plaques, les problèmes d'équilibre, parce que j'ai eu une atteinte cérébelleuse qui perturbait l'équilibre, faisait que quand je descendais à terre, je prenais une canne, je faisais semblant, je prenais un morceau de canne à sucre. Hein, genre, je suis avec un bâton, mais elle n'était pas là pour rien, la canne. Et bien, j'ai commencé à ne plus prendre ma canne, j'en avais plus besoin. Toute cette période-là, il y a un autre point qui m'a marqué, c'est que j'avais des problèmes urinaires suite à ces différentes crises. Je faisais une crise tous les 2 mois. Et sur le problème urinaire, c'était vraiment pénible. Mais sur un bateau, je suis au milieu d'un WC. Je pouvais faire pipi partout, quand je voulais, etc. Comme j'étais en solo, bon, je dis à poil bien sûr. Donc c'est pas un problème. Mais le problème, dès que j'arrivais à terre, et je me suis retrouvé à devoir faire pipi en plein milieu, et j'ai pas le choix. J'étais en milieu de Fort-de-France, à devoir faire pipi, je sais pas. Donc tout ça faisait partie de... Voilà, je l'avais accepté, c'était mon lot. Et puis à partir de ce moment-là, les choses se sont arrangées aussi de ce point de vue. Donc ça, c'est le côté physique, physiologique, où d'un seul coup, je me suis senti renaître physiquement. Et le deuxième point, dont je n'ai pas parlé pendant très très longtemps, pendant 15 ans, 20 ans, et j'ai pu commencer à en parler qu'à partir du moment où j'ai résolu l'équation alimentaire et où j'ai compris le lien entre le comportement alimentaire et le psychisme. Et à ce moment-là, pour ne pas passer pour un uluberlu, là, j'ai compris et je pouvais expliquer ce qui s'était passé. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que le lien, la puissance du lien. C'est-à-dire qu'à cette époque, j'ai été confronté à une situation que je n'ai pas voulu, je ne suis pas responsable, j'ai aucune vraiment gloriole à en tirer, et j'ai découvert le mot qui s'applique à ce genre de choses. Je vous rassure, je ne le connaissais pas, je l'ai appris il y a 1 an ou 2, c'est le mot sérendipité, qui décrit une découverte faite par hasard et qui s'avère être fondamentale, mais bien plus tard. Hein. Le plus grand exemple, c'est Fleming qui a découvert la pénicilline parce qu'il était bordélique et il avait ses boîtes de pétri de côté, il est parti en vacances et quand il est revenu, il a dit que il y a une bactérie là, eh bien, elle avait un effet très très puissant et ça a révolutionné la médecine à cette époque-là. Et moi, j'ai découvert ce mot quand j'ai compris tout ça et donc j'ai croisé la route de la sérendipité à cette époque-là. Et à ce moment-là, le bouleversement a été tellement profond en moi, parce qu'il était du domaine psychique, physique et psychique. Et c'était tellement puissant, j'ai été percuté, que j'ai décidé alors que ma vie, elle était tracée. Hein. C'était la sclérose en plaques, c'était le club des scléroses en plaques, c'était la chaise roulante, j'avais eu une attaque à la jambe, j'avais eu à l'œil, j'avais eu des problèmes urinaires, le problème de... Alors un autre truc proprement ahurissant, c'est l'atteinte cérébelleuse qui fait perdre l'équilibre. C'est-à-dire quand je ferme les yeux, je tombe. Et un des exercices qui est utilisé en kiné pour rééduquer ce genre de choses, c'est un plateau sur lequel le patient se pose, et puis le plateau il bouge, et puis la personne essaye de se rattraper. Et moi, je vivais sur ce plateau avec mon catamaran. Donc là, ce que je devais faire, et que je n'ai pas fait parce que je n'étais pas dans le bon contexte, je l'ai fait, mais en grandeur nature. Donc ça a été vraiment, vraiment énorme, beaucoup de coïncidences. Et à ce moment-là de ma vie, alors qu'elle était tracée, alors que j'avais le coup près, j'attendais qu'il tombe, je devais rentrer, j'avais fait une crise, mais carabinée, qui me débranchait le système nerveux. Donc tout ça, je le raconte quand je serai seul avec la mère. Qui 3 ou 4 fois dans la journée, en général dans un moment d'intensité particulier, mon système nerveux se débranchait. Si ça m'arrivait là maintenant, ça m'est arrivé à Grenade, à l'époque où les militaires, c'était terrible, c'est-à-dire quand on faisait les formalités. J'ai jamais vu autant de police que quand j'ai navigué en bateau. Chaque fois qu'on arrive dans une île, il faut passer devant la police quand on repart, etc. Donc on y passait forcément. Et j'ai eu une crise comme ça devant, quand j'étais avec les douaniers, j'avais les cheveux longs, j'étais un sauvage. Et donc je me tenais droit quand même avec ces gens qui étaient vraiment à l'affût. Ils avaient tous la mitraillette, ils sortaient d'un conflit énorme. Et moi je m'effondre devant eux, mais je suis devant vous, je parle, mais je termine pas ma phrase. Et je tombe et j'essaye de ne pas me faire mal en tombant. Et cette crise-là m'est arrivée à un moment
à ce moment particulier, et notamment dans la traversée qui a suivi Grenade, je me suis retrouvé avec, à devoir naviguer avec un calme plat. Vraiment, il n'y avait pas de vent, il y avait une grande houle. Donc dans ce cas-là, sur un bateau, on laisse une voile, on la borde bien serrée, de manière à ce qu'elle amortisse les mouvements, pour ne pas user le matériel. Mais comme ça a duré, c'était la traversée de Grenade jusqu'à Santa Margarita au Venezuela, ça a duré une journée et demie, et je me suis retrouvé, j'avais une grand voile très latée comme sur les multicoques, c'était un multicoque, hein. Et à force d'usure, il y a une latte qui a percé et qui est sortie par l'avant. Mais c'était une latte qui était au-dessus des barres de flèche. Je ne pouvais plus affaler ma voile. Si le vent se levait, un catamaran, ça chavire quand il y a une tempête. Donc je me suis retrouvé dans un dilemme terrible. Je monte, j'avais personne pour m'assurer. Je risque de tomber et je risque de me tuer, carrément. Monter dans le mât, en solo, on tombe, etc. Et donc cette crise, elle était grave. Bon, je le raconte dans le bouquin, je suis monté, je ne suis pas tombé, je suis redescendu. Mais quand je suis arrivé sur le pont, j'ai dit là j'arrête. J'arrête parce que je ne suis pas parti pour me suicider, quoi, hein, pour vivre un rêve. C'est pas pour revenir comme ça. Donc j'ai pris la décision d'arrêter. Là, il y a eu une rencontre. Je ne vous raconte pas tout. Vous irez si vous avez envie dans le bouquin. Et le hasard, je ne vous raconte pas. J'ai tellement de choses à vous dire. Vous irez voir le bouquin. Toujours est-il que je me suis retrouvé dans une situation où où on m'a offert le bouquin de Burgers sur l'instinctothérapie. Moi, bien sûr, j'avais vu cette Uluberli à la télé juste avant de partir, qui était venu à, comment ça s'appelait cette émission, avec De Chavannes, où il était apparu, mais il s'est présenté comme un Uluberlu, il mangeait tout cru comme des animaux, c'était un peu débile comme ça en approche. Mais donc j'ai pris le bouquin, je l'ai mis dans un côté, et puis quand je suis arrivé, il a fallu que je rentre, donc je fasse le retour du Venezuela jusqu'en Europe. Là, j'ai commencé le bouquin et j'ai suivi. Donc j'ai acheté les fruits et légumes, de la viande, en plus Amérique du Sud, une viande de super qualité. Or, dans la sclérose en plaques, les acides gras insaturés, c'est dans la viande. Et moi, je suis tombé dans la viande. Et j'en ai mangé, vraiment, avec les fruits, avec les légumes, les tropicaux. Mais j'ai eu cette chance d'avoir une plage alimentaire que j'ai pu construire et que j'ai construit en guidant par rapport à ce que je ressentais sur un plan sensoriel. Donc j'ai eu énormément de hasard et de chance, parce que il y avait quelque chose qui était extraordinaire par rapport à l'alimentation culinaire, mais je ne pouvais pas le faire. Donc j'ai dû transgresser, j'ai dû faire autre chose, et je suis tombé sur un truc absolument magique. Mais à un moment où j'étais condamné, où j'avais décidé, donc il fallait que j'arrête, j'allais rentrer, j'avais récupéré le maximum de rêves tant que j'étais valide, et j'en voulais des rêves, j'en voulais pour toute ma vie, je savais que c'était fini. Et puis d'un seul coup, je me retrouve avec ce truc-là. Le bourreau, il te regarde, et puis il dit non, et il débranche. J'en ai encore l'émotion. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est né en moi, il y a un cueilleur qui est né en moi, un chercheur-cueilleur. C'est-à-dire que j'ai confié, moi, en tant que hôte, j'ai accueilli quelqu'un, et je lui ai dit, écoute, cette vie qu'on m'a rendue, je vais te la donner. Donc j'ai accueilli cette deuxième personne. Hein, j'étais sûr, parce qu'on peut croire avec son corps. Hein, j'étais obligé de croire ce que je vivais. Mais, non, pardon, je me suis trompé. On peut croire avec sa tête. Hein, mais là, on ne peut savoir qu'avec son corps. Et moi, je savais avec mon corps, je savais avec mon psychisme, je savais que j'avais touché un truc absolument gigantesque, mais tellement loin du monde dans lequel je vivais. Hein, donc, voilà, je me suis voué à ça. Mais il y a quelqu'un que j'ai mis en moi, et c'est une forme de schizophrénie. J'ai vécu avec un chercheur-cueilleur en moi, et quand j'allais d'île en île et puis que je mangeais mes cannes à sucre, que j'allais sur les arbres, que je mangeais comme un chasseur-cueilleur. Mais au niveau de ma pensée, j'étais déjà en dehors du monde. J'étais parti sur ce bateau, je voulais sortir du monde. Je ne voulais pas me suicider, mais je voulais sortir du monde actuel et vivre ce que je pouvais vivre et récolter le plus de rêves possible pour le restant de mes jours, parce qu'ils allaient arriver le restant de mes jours. J'allais être dans un fauteuil roulant, j'avais une crise tous les 2 mois. À chaque fois,
ça m'enlevait un morceau de quelque chose, tout en me laissant toute la lucidité pour voir ce qui m'arrivait. Et ça, c'est un truc que j'ai raccroché à l'idée des requins de lagon, les petits requins de lagon, qui ne peuvent pas dévorer quelqu'un, mais qui vous enlèvent un morceau, mais ils vous laissent toute votre tête. Donc vous vous voyez partir. Hein, et tous les 2 mois, il y a un truc qui part et vous vous effondrez doucement et vous êtes spectateur impuissant de ça. Donc pour moi, le choc a été d'une violence inouïe. Et c'est la raison pour laquelle quelque chose d'extrêmement profond, c'est vraiment une graine s'est plantée en moi. Et voilà, c'était il y a 40 ans. Et aujourd'hui, je suis devant vous. J'ai fait le tour et je vais vous raconter ce qu'a fait ce chercheur-cueilleur et par où il est passé. Parce que ce chercheur-cueilleur, au début, c'était un invité de rêve. Hein. Je ne savais pas que ça pouvait marcher, je ne savais pas que je trouverais. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Et au fur et à mesure que j'ai progressé, que j'ai avancé, ce chercheur-cueilleur, il a pris de l'ampleur, de la force. Il avait de plus en plus de raisons d'être. Il s'est justifié de plus en plus. Et il prenait de plus en plus d'ascendant sur moi. Et j'ai conduit ma vie avec ces 2 personnages en moi. Hein. Je suis assez remonté pour fonder une famille. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Mais j'ai toujours eu ce combat en moi, ce chercheur-cueilleur, qui avait une mission indéfectible. On ne pouvait pas l'arrêter. Et moi, qui essayais de temporiser pour faire pour le mieux. Mais comme je détenais une vérité, même si personne n'y croyait, moi j'étais profondément sûr. Donc j'ai continué. Et chaque fois que j'avançais, que j'ouvrais une porte, je découvrais quelque chose qui venait confirmer. Donc ce chercheur-cueilleur a pris une place énorme en moi, de plus en plus, jusqu'à une situation tout à fait particulière sur la fin, dont je ne vous parlerai pas maintenant, mais le conflit entre moi et le chercheur-cueilleur a vraiment déterminé le déroulement de ma vie. Mais la conférence, c'est pas autour de ça. C'est autour de tout le travail que j'ai pu faire et que j'ai pu finaliser ces 2 dernières années où j'ai été plongé dans un énorme isolement, où je me suis retrouvé, je ne vais pas vous le raconter, il y a des personnes qui sont impliquées, il y a eu la médecine, j'ai eu un traumatisme vraiment important sur un plan médical. Là, je suis devant vous, mais je ne devrais pas. Voilà. Mais j'avais trouvé le machin, donc j'ai appliqué mais à l'extrême ce que j'avais trouvé, et je suis là et je peux vous le raconter. Donc pour moi, c'est absolument merveilleux d'être ici devant vous et de vous raconter ça. Donc, ces 2 dernières années m'ont permis de boucler la boucle de l'histoire que je vais commencer à vous raconter maintenant, avec un événement très particulier, c'est que tout ce travail que j'ai fait, je l'ai fait en opposition avec les médias, hein, puisque la Côte du Cru, vous la connaissez, des Thierry Casasnovas qui en ont payé le prix et qui continuent à en payer le prix, il y en a eu plein. Il y a des vérités, mais qui n'ont pas été acceptées, qui ont été rejetées. Il y a la médecine, dès qu'on parle à un médecin, je mange cru, il vous dit « ouais, ok ». Quand on dit « ben oui, moi je fais des jus, ouais, ok ». Mon charlatan, vas-y, continue. Mais ça ne m'a pas empêché. J'ai une formation scientifique, hein, j'avais fait une licence d'océanographie. J'étais à Lyon avant de craquer parce que j'ai fait la première année, mais je ne me voyais pas passer ma vie dans un labo. Donc j'ai abandonné et je suis revenu dans le sud et j'ai appris un métier, le métier de voilier, réparation de voiles. Parce que mon rêve, c'était de faire le tour du monde en bateau. Et d'avoir ce métier de voilier dans les mains, ça me permettait de subvenir à mes besoins partout où j'allais et où il n'y avait pas de voilerie avant des milles et des milles. Donc j'ai pu vivre comme ça sur mon bateau, dans ce périple que j'ai fait grâce à ce métier. Donc j'ai fait ce métier, j'ai ouvert une voilerie qui marchait très bien, j'avais des associés, ça finançait. On était en train de racheter une voilerie beaucoup plus grande, parce que je ne suis pas idiot, donc ça marchait, et puis j'aime la mer et les trucs. Et je me suis retrouvé à un moment où je commençais à perdre mes rêves, parce que ça marchait trop. J'étais jeune chef d'entreprise, ça marchait à fond, et j'étais parti pour me perdre. Et là, la sclérose en plaques est arrivée. Parce qu'avec cette vie-là, évidemment, je mangeais comme un cochon. Hein, tous les midis, je mangeais des omelettes au resto du coin, je mangeais n'importe comment. Et à 30 ans, donc, ça tombe. Ça tombe. Les perspectives, c'était la chaise roulante. Et puis non, quoi.
Non, donc j'ai bradé ma voilerie, j'ai acheté un petit catamaran et je suis parti. Et bon, c'est ce périple que je raconte dans Quand je suis seul avec la mer. Ensuite, il y a la rencontre dont je vous ai parlé. Puis je reviens et à peu près en arrivant en Martinique, au retour du Venezuela, donc où j'étais dans cette énergie folle, où j'étais maigre comme un clou. On voit, il y a une des photos qui est sur la BD que Joe a dessinée, où j'ai mis des photos de ce voyage dans la BD. Et on me voit à un moment, je suis maigre comme un clou, mais je vous assure, j'étais Dieu. Je montais dans mes haubans à main nue. J'avais une énergie, j'avais aucun poids inutile. J'étais dans une forme olympique. Après, j'ai regrossi. C'est un passage un peu obligé quand on commence à manger cru, cet amaigrissement, pour des raisons liées probablement au sucre, parce que tout notre organisme, on l'a construit avec des sucres industriels. Et à partir du moment où on retrouve une approche sensorielle, on se retrouve avec des sucres naturels, mais il faut remplacer tout ce qu'on a construit dans notre organisme avec des sucres vrais, alors qu'ils sont construits avec des sucres artificiels. La différence entre le vrai et l'artificiel, il est très minime. C'est une molécule de sucre qui a une liaison C carbone-carbone comme ça, et de l'autre côté, à chaque extrémité, il y a 3 liaisons d'hydrogène. Et le sucre vrai, il est comme ça, et le sucre industriel, il est comme ça. Donc c'est la même molécule, on peut la changer. Donc quand on commence à manger cru, eh bien, il y a ce boulot à faire. L'organisme, dès qu'il retrouve des forces, il veut changer tout ça. Donc on vire, on maigrit beaucoup, et puis on reconstruit après. Donc mais tout ça, je ne le savais pas. Mais toujours est-il que, à la sortie de ce périple du Venezuela, par encore un hasard absolument extraordinaire, Burgère faisait un stage d'instinctothérapie en Martinique. Et moi, j'étais depuis 3 semaines déjà avec le comportement alimentaire du cueilleur, tout en sachant que je faisais les choses pas bien. C'était pas comme il disait le grand chef. Donc je me suis dit, j'y vais. Déjà avec ce que j'ai eu, comme j'ai magouillé, quand je vais le trouver lui, ça va être incroyable, quoi. Manque de peau, ou alors le contraire. Il s'avère que quand j'ai pratiqué son mode alimentaire, eh bien, désolé, je suis redescendu. C'était considérablement moins bien, à la fois sur un plan psychique et sur un plan physique. Et là, je me suis dit, non, là, il n'y a pas photo, il y a un truc très, très fort. Voilà. Et donc, ça participe aussi aux raisons qui ont fait que j'ai consacré l'entièreté de ma vie à résoudre cette équation alimentaire. Donc, je suis rentré en France avec ça. Je ne suis pas resté en Martinique parce que c'était le trou du cul du monde. C'est-à-dire que je pouvais pas grandir et transmettre là-bas. Donc j'aurais pu rester sous les cocotiers. J'avais trouvé, j'étais le plus heureux des hommes. Mais mon bateau, j'étais valide, j'étais jeune, beau, j'avais repris. Voilà. Donc, mais non, le cherche-accueilleur, il avait une mission. Donc je suis rentré. J'ai repris la direction d'une grande voilerie dans le sud de la France. J'ai passé quelques années comme ça. J'ai tout de suite, je me suis lancé dans le rassemblement. Je me suis rapproché de tous ces gens qui mangeaient cru avec l'instinctothérapie, mais ils n'étaient pas prêts, ils étaient loin du truc. Donc ça a été un petit peu un choc au début, mais c'est là qu'a commencé mon travail de cohésion avec le monde cru qui existait. Puis la voilerie a fermé, j'ai déménagé, je me suis marié, j'ai eu des enfants, et j'ai commencé à faire des stages, parce que j'avais quelque chose à enseigner. C'était pas parfait, mais j'avais quelque chose de vrai, de profond et vérifiable. C'est-à-dire n'importe quelle personne le fait, ben, tout de suite il le voit. Mais il faut qu'il soit guidé. Donc moi, mon objectif, c'était ça. Et donc l'histoire s'est poursuivie. À un moment donné, je me suis rendu compte que mes stages, même si je faisais autant d'heureux que de stagiaires, parce que chaque stage que j'avais, les évaluations sensorielles, de reconnexion, ça marchait. Les gens, ils prenaient, ils découvraient quelque chose de eux. C'est pas moi qui leur donnais ou j'avais rien à leur vendre, j'avais juste à leur montrer une clé de quelque chose qu'ils avaient en eux. Et ça marchait. Et je me suis rendu compte que là où je passais une semaine à élever la conscience alimentaire d'une personne, une semaine, avec des efforts, en mettant en avant, regardez, j'ai une sclérose en plaques, je m'en suis remis, en faisant intervenir le rêve, le bateau, etc. J'ai beaucoup utilisé ça au début, et ça marchait très bien. Waouh, ça fait 30 minutes déjà. Merci, Bambi. Donc voilà, je me suis rendu compte que dans le même temps, ce que moi je pouvais faire en une semaine,
pendant la même semaine, la société en formatait à l'envers des milliers et des milliers. Et là, j'ai arrêté les stages. Et à 45 ans, je suis retourné en fac et j'ai passé un master de sciences de la Terre et de la vie, donc qui m'a permis, j'avais besoin de la science. Je voulais pas faire un truc, je voyais bien que tout était contre moi, hein, et il fallait la science. Parce que si j'avais raison, j'arriverais à faire la connexion avec la science. Et donc j'ai recommencé ces études et j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le cru et le cuit, que j'ai passé avec mention devant un collège de scientifiques. Et ce mémoire, dans lequel j'ai redéfini l'environnement originel de l'espèce humaine, il est en libre accès sur mon site. Hein, donc vous pouvez aller le trouver et vous aurez les bases. À partir desquelles j'ai ensuite fait une version de vulgarisation dans l'éloge du cru. Et ça a été une première partie de mon travail sur l'approche sensorielle. Et quand j'ai maîtrisé l'approche sensorielle, je me suis rendu compte que le différentiel entre le monde d'aujourd'hui et le monde du cueilleur sensoriel, c'était un gouffre immense que la pensée associée, la pensée de ce monde associée à notre environnement intellectuel était verrouillée là-dedans. Et que pour passer de l'un à l'autre, il allait falloir faire quelque chose, travailler sur la transition alimentaire. Alors ici, la carte alimentaire de la santé, elle est séparée en deux. Il y a d'un côté l'océan culinaire, de l'autre côté, il y a l'océan crulinaire, qui est moins joli, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Et moi, j'avais travaillé là-dessus. Ici, on a l'alimentation sensorielle, toutes les îles. C'est-à-dire que là, j'ai matérialisé les réalités du cueilleur originel, dont la principale, c'est totalement ignorée de notre monde, c'est la disponibilité naturelle des aliments. C'est-à-dire qu'il y en a des aliments qui sont disponibles, qui sont permanents, qui sont disponibles toute l'année. Il y en a qui sont disponibles de façon saisonnière et d'autres de façon aléatoire. Et nous avons passé des millions d'années devant cette réalité. N'oubliez pas de culture. C'est-à-dire que le cueilleur, il vivait avec l'environnement qui était le chef d'orchestre de son alimentation. Et tout notre système sensoriel s'est calé sur ces réalités. Donc j'ai été amené à faire ces catégories qui n'ont pas de sens pour le cueilleur, mais qui, pour nous, qui venons de là, ont un sens énorme. Parce que si vous considérez que les permanents, les légumes, sont sur le même plan que les fruits, vous savez que c'est toujours le même qui va gagner, c'est les fruits. Hein, c'est comme si vous rentrez dans une pâtisserie et puis que vous faites... vous n'irez jamais chercher les légumes. Donc il a fallu absolument introduire cette distinction. Donc on se retrouve avec la grande île des permanents qui est ici, avec des îles saisonnières qui sont là, qui sont plus détaillées, vous voyez rien, mais elle est en libre accès sur mon site et elle est interactive. C'est-à-dire vous passez la souris et vous avez des explications partout. Derrière chaque mot, il y a une explication, une interprétation et une compréhension. Et ici, on a les aléatoires avec l'île des animaux, l'île des poissons. J'ai tout fait. Oui, vous irez voir. Et donc, moi, mon deuxième boulot, ça a été de passer de ce monde-là, avec ici la malbouffe, la mer des montées, la mer les îles de la junk food, avec ici la mer de la tradition, c'est les trucs traditionnels, l'île à maman, vous irez voir tout ça. Et là, ici, entre les deux, il y a ce qui m'intéressait à ce moment-là. C'est que j'ai trouvé un truc magique, mais je ne peux pas le donner si je ne montre pas le chemin, si je ne trouve pas un chemin, si je n'arrive pas à trouver les outils qui permettent, d'une part, de franchir cette immense distance pas à pas, et que ces outils me servent ensuite, quand j'ai acquis la connaissance de ce côté-là, qui me permettent de revenir visiter ce monde pour le meilleur et sans le pire. Hein, c'est-à-dire en prenant ce que chaque alternative alimentaire, alors il y a l'hypotoxique, il y a la crusine, il y a les jus de Thierry, il y a tout ça dans cette mer-là, qui sert d'une part pour faire la transition et qui sert d'outil après, quand vous les avez, pour pouvoir continuer à vous balader dans le monde. Parce que vous avez une famille, vous avez une histoire. Il y a eu beaucoup de gens au début de tout ça qui ont décidé de passer direct là et de faire que ça. Et ceux-là, ils se sont coincés, coupés du monde. Ils sont coupés de leur famille, coupés de leurs amis, de leur histoire.
Et ça, je savais que ce n'était pas la solution. Donc je me suis attaqué sur ce travail. Alors le premier, c'est l'éloge du cru, où je parle de ça. Le deuxième, c'est du cuit au cru, où je parle de la transition, des Madeleines de Proust, de ce qu'on a mémorisé et qui reste magique dans notre tête. Mais c'est une magie d'un autre temps. Mais comme dans ce temps-là, il n'y a pas beaucoup de magie, ces magies-là, on reste dessus. Et après, quand on va dans ce monde-là, il faut arriver à s'en détacher. C'est pas rien, hein, c'est tout un travail. Et j'ai franchi toutes ces difficultés, j'ai cherché des solutions. Et il me manquait, donc bon voilà pour le coup de la carte, et il me manquait une chose, c'est que tout ça, je l'ai fait sans l'acceptation du monde qui m'entoure, à la fois scientifique, médical, culturel, social. Je ne valais rien, ce que je disais était tellement loin que ce n'était pas accessible. Donc j'ai fait ce job. Et il me manquait, je vous dis, cette caution. Et cette caution, elle est arrivée il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tu peux annoncer la première. Les sciences de la nutrition se sont construites depuis 60 ans avec une idée de l'alimentation. Pardon. Avec une idée de l'alimentation. Ah non, merde. Ah, ça marche aussi. Donc, les sciences de la nutrition se sont construites avec une idée de l'aliment extrêmement comptable. C'est-à-dire qu'une carotte, c'est une somme d'ingrédients et uniquement ça. Hein, c'est une vision comptable. Une carotte, voilà, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et si je veux faire du bien, s'il y a des choses qui font du bien dans la carotte, eh bien, je vais les extraire. Et je vais reconstruire des aliments, persuadé que je vais pouvoir faire le bien de la carotte en me jouant comme un alchimiste. Voilà, je suis le grand champion, je fais ça. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est que ce que les sciences de la nutrition, pendant ces 60 ans, ont oublié, c'est que tous ces ingrédients, ceux qui sont connus et ceux qui sont totalement inconnus, sont tous connectés, interconnectés, en relation. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on en fait une liste et on les sort, eh bien on se retrouve avec quelque chose qui ne marche plus, ou qui marche qu'à moitié. Oui, ça nourrit, ça empêche de mourir. On assure la survie. Mais toute la magie que je vais vous décrire, je vais vous la montrer. Maintenant, je sais, maintenant j'ai compris. Eh bien, ça disparaissait. Et ça a laissé libre cours à la transformation et l'ultra-transformation. L'ultra-transformation qui pose de très gros problèmes à toutes les sociétés. Parce que les dégâts, on est dans l'ultra-transformé, donc sur la carte, et c'est toute la partie ouest de la carte, on se retrouve avec des choses terribles. C'est les gens qui sont dans l'ultra-transformé, dans le McDo, etc., ils payent très cher ça. Et les sociétés s'en rendent compte, et les scientifiques s'en rendent compte. Et ce n'est qu'il y a 3-4 ans qu'une équipe de Brésiliens a décidé de s'intéresser à la question de la transformation des aliments. Donc, ils ont cherché à quantifier le potentiel des aliments en fonction de leur degré de transformation. Et ils se sont rendus compte, tu peux avancer, ça c'est Carlos Monteiro, c'est un des grands du truc. Et voilà ce qu'ils ont obtenu, non, la précédente, oui. Ce qu'ils ont obtenu, c'est effectivement cette courbe-là. Les aliments peu ou pas transformés ont un potentiel santé. Ils l'ont mesuré, hein. C'est-à-dire que les gens, ils leur ont fait manger ça et ils ont regardé ce que ça donne au niveau de toutes les constantes physiologiques et ils ont constaté ça. Et les aliments moyennement transformés, ils sont ici. Et quand on arrive en ultra transformé, il y a une chute brutale quand même. Donc voilà. Mais vous notez que... bon, j'y reviendrai après. Passe les 2 suivantes. Voilà. Donc ça résume ce que je vous dis tout à l'heure. Hein, c'est le potentiel santé. C'est la composition, les ingrédients. Et quand on y ajoute l'effet matrice, ils ont appelé ça l'effet matrice, il est maximal quand ce qu'on appelle la matrice, alors la matrice alimentaire, c'est une représentation de la complexité interconnectée de chaque aliment authentique. Vous suivez, hein? C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses, certains on les connaît, d'autres on ne les connaît pas du tout, mais toujours est-il que l'interconnexion, dès qu'on la brise, dès qu'on touche à cette matrice, eh bien on perd tout. On perd tout.
Et vous allez comprendre, je vais vous en parler, comment et pourquoi notre intelligence alimentaire, qui était hautement sophistiquée pour traiter des aliments authentiques, s'est retrouvée totalement désemparée. Mais je vais vous raconter toute l'histoire. Vous allez voir, je vais vous montrer à quel moment ça a foiré et comment tout le monde s'est laissé berner. Donc vas-y, Jo. Le grand tableau, ouais, celui-là. Donc là, c'est une autre représentation. Et ils sont arrivés donc à quatre groupes de classification, avec le groupe 1 qui comprend les aliments non ou peu transformés, le groupe 2, les ingrédients alimentaires, ici le groupe des aliments transformés, et ici le groupe des aliments ultra transformés. Voilà ce qu'ils ont mis à jour. Mais nous, là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on peut voir. C'est que ici, il y a une double catégorie. Hein, il y a les aliments non transformés, mais elle n'a pas droit de citer. Au niveau de la pensée de notre époque, ils ne pouvaient pas faire un groupe à part. Parce qu'ils sont obligés, pour arriver à manger un aliment non transformé, on ne peut trouver le plaisir qu'avec un ingrédient. Et c'est là que la cuisine intervient. C'est-à-dire que quand on ne sait pas trouver l'aliment qui a le plaisir de sa fonction et du besoin, eh bien, la cuisine s'est développée. Et ils ont besoin des ingrédients culinaires. C'est-à-dire qu'on fait du cru, mais on le maquille parce qu'on ne sait pas trouver le cru qu'il me faut à ce moment de mon état. Donc là, on est dans vraiment une réalité sociétale qui a conduit à cette classification. Donc c'est inconcevable pour eux. Il n'y a que pour eux, ils n'ont pu mesurer que le potentiel santé des aliments peu transformés. Le pas, ils n'ont pas. Hein, ça, il y est juste pour la théorie. Mais eux, ils n'ont pas allé. Donc, ils ont besoin d'ingrédients. Donc, après, groupe 1, groupe 2, etc. On arrive à ce moment-là. Et moi, quand j'arrive il y a 2 ans et que je tombe là-dessus, waouh, si j'avais eu ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, ma vie aurait changé, enfin, mon travail aurait changé. Parce que là, il y a un groupe 0 qui n'existe pas. Mais ce groupe 0, il est inconcevable pour nous. Parce qu'on a tous fait l'expérience. On mange un légume, ben, parfois il est bon, parfois il n'est pas bon. Hein, et la seule solution, s'il faut que je mange et que j'ai que ce légume, c'est de le maquiller, c'est de faire quelque chose. Jusqu'à des situations extrêmes, comme on trouve avec Marie-Sophie L, qui fait des trucs en cuisine absolument merveilleux, mais par le mental. Là, on est dans le mental. Ou Irène, mais ces gens-là, ils ont fait un bien énorme. Parce que le fait de supprimer l'alimentation transformée, à lui seul, ce fait-là donne un boost et est une preuve de raison. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils ont fait ça, ils ont dit, mais regardez le résultat. Et le résultat, il était énorme par rapport à l'alimentation transformée. Et ça a formé un plafond de verre. C'est-à-dire que le potentiel santé maximal, pour eux, dans notre société, il est à ce niveau-là. Moi, j'ai fait un autre boulot. Personne n'était d'accord, mais je l'ai fait dans la catégorie des aliments non transformés, où je suis allé chercher dans des temps très anciens, puisque j'ai remonté le mémoire, je l'ai commencé en étudiant la première arrivée de la lignée de l'homme, c'est-à-dire le moment où on s'est séparé des chimpanzés et où la lignée humaine est apparue, c'était il y a 7 millions d'années. Et mon mémoire, je l'ai étudié à partir de ce moment-là. C'était un autre plafond de verre. Je ne le savais pas, je ne l'ai compris qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Et donc, ce plafond de verre m'a permis de faire déjà un travail considérable, mais j'étais encore loin du compte. Et quand cette histoire-là est sortie, je me suis dit, mais je m'intéresse à quelque chose d'encore plus ancien que quand j'étais homme, c'est-à-dire avant 7 millions d'années. Parce qu'il y avait forcément quelque chose. La pensée mentale, intellectuelle, qui est née de ces 7 millions d'années, du moment où on n'était plus des chimpanzés et on est devenu dans la lignée humaine, eh bien, ce qu'on a fait a conduit au final à l'émergence de la pensée conceptuelle. D'accord ? La pensée est sortie à ce moment-là, c'était il y a 2 millions d'années. Je me suis calé là-dessus, parce qu'à partir du moment où on a su faire des outils, ça veut dire qu'on avait la pensée conceptuelle derrière.
Et qui dit outil, dit la capacité de fabriquer des paniers, de stocker, et donc de perturber profondément l'histoire de la disponibilité naturelle. Là où je pouvais manger tel aliment qu'un mois par an, eh bien d'un seul coup, je pouvais le stocker, le faire sécher et le manger et modifier constamment. Parce que cette disponibilité, elle est intégrée dans la matrice de l'aliment. Et mon système sensoriel d'avant ce 7 millions d'années, il a fait ce boulot. Et je me suis posé une question, je me suis demandé, mais sur quelle certitude je pourrais m'appuyer pour comprendre quelque chose qui remonte mais tellement loin avant ces 7 millions d'années que bon, c'est vachement compliqué. L'histoire du temps à concevoir est extrêmement complexe. Une génération, vous voyez, 100 ans, vous voyez, 1000 ans, on a l'histoire. On a Jésus-Christ à 2000 ans. On a les Égyptiens et les pyramides il y a 6000 ans. On a les premières, on a le néolithique il y a 10 000 ans. On a des repères historiques. Et puis avant ça, on a autre chose. On a l'art pariétal qui, lui, date de 40 000 ans. Et qui manifeste quelque chose d'autre que de l'animalité. Donc c'est encore plus loin qu'il faut monter que 40 000 ans. Et puis il y a 200 000 ans, Homo sapiens, le dernier qui est sorti de ces environnements que j'ai définis dans le mémoire et qui est arrivé en Europe, lui, c'est le dernier qui est arrivé, mais lui, il avait déjà ça. Et avant aussi. Et je me suis demandé quelle est la donnée scientifique sur laquelle je peux m'appuyer pour essayer de comprendre ce qu'il faisait. Et là, grâce à ce travail des sciences de la nutrition, j'ai compris que c'était cette authenticité. Donc il ne fallait absolument pas commencer il y a 7 millions d'années, il fallait commencer il y a 200 millions d'années. Voilà, on retrouve dans l'échelle du temps. Alors, une chose qui est très très difficile avec le temps, c'est qu'on ne peut le penser qu'avec la pensée de notre temps. D'accord ? Et il y a quelqu'un qui a dit, la phrase m'a frappé, tout jugement sur des événements passés abordé avec la pensée de son temps est nul et infondé, c'est anachronique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le penser. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir la certitude que c'était vrai, la certitude que j'avais le code en moi, et la vie qui a fait que j'ai pu me dégager de cette histoire, de ce temps-là, pour aller voir le temps des autres. Pour ensuite, et c'est pour ça que j'ai vécu comme un cueilleur une partie de ma vie, et dans cette dimension-là, et que j'ai pu aller là-bas. Par de 200 millions d'années, on part du mammifère. Donc des premiers mammifères, ceux qu'on a identifiés comme tels, qui font des petits dans le ventre, etc. On est parti de là, extrêmement rudimentaire. Et je vais m'intéresser à leur système digestif. C'est-à-dire qu'au début, un système digestif, ça a un rôle, ça a une fonction. Pourquoi ? Parce que dans la nature, il n'y a rien qui a été fabriqué pour vous, ou pour un carnivore, il n'y a rien qui est fabriqué pour un autre animal. Nous devons consommer des choses qui ne sont pas faites pour nous. Donc le système digestif, il est là pour arriver à faire le tri entre ce que je dois manger, ce que je dois absolument éviter et ce qu'il faut que je garde, parce que je vais pouvoir l'exploiter. Mais au tout début, c'était très rudimentaire. Et puis, les choses se sont spécialisées. L'histoire du temps joue beaucoup, puisqu'on parle de 200 millions d'années. C'est vachement difficile de concevoir 200 millions d'années où l'évolution sape ce qui ne marche pas et encourage ce qui marche. Et ça pendant 200 millions d'années. Et c'est comme ça que 3 grands groupes se sont dessinés, celui des herbivores, celui des carnivores et celui des omnivores. Avec, au fil de l'évolution, l'apparition, il y a 65 millions d'années, des premiers primates, la plupart omnivores. Il y avait aussi donc les carnivores et les herbivores, tout en comprenant, je vous glisse le truc maintenant, mais ça deviendra important après, c'est qu'un carnivore, il faut qu'il ait un psychisme de carnivore. C'est pas rien d'aller attaquer de la chair et de tuer pour manger. Donc les deux sont étroitement liés. Le comportement alimentaire et le comportement psychique qui permet de vivre ça est étroitement lié. Et la vache qui mange de l'herbe, elle est placide, elle est tranquille, elle n'a pas besoin de lui courir après. Donc, il faut absolument... L'évolution, elle a fait ce truc-là. Tiens, ça m'embête, moi je parle avec les mains.
On peut pas avoir un truc qui se tient là. Ouais, mais je bouge en même temps. Pardon? Faut que j'avance? Ah ouais, je vais déborder, c'est sûr. Hein. Mais le meilleur est à la fin, donc soyez patients parce que il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver là. Ce qui m'embête, c'est que je ne vous vois pas là. Oui, voilà. Donc, on s'est retrouvé avec cette histoire de ces grands groupes qui se sont décidés. Et c'est durant cette période-là de l'histoire, cette immense période-là, que l'intelligence alimentaire est née de l'évolution. L'intelligence alimentaire, c'est quelque chose, mais le concept n'existait pas. Je l'ai trouvé il y a 6 mois. Hein, le dernier article, c'était ça, il y a 6 mois. L'intelligence alimentaire, c'est quand on met ensemble. Parce que quand j'ai fait mon mémoire, je suis tombé sur des possibilités, des facultés olfactives absolument ahurissantes. Au début, on croyait qu'on était capable de distinguer 1000 odeurs différentes, et puis après 100 000, et puis après 1 million, et puis 2, et puis on est arrivé au milliard, et puis on est arrivé à 1000 milliards de capacités incompréhensibles, aucun sens, et donc on n'en a rien fait, c'est passé comme ça. Voilà, on a un truc absolument incroyable, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Et on a à côté de ça, là, il y a quelques années, il y a eu le deuxième cerveau, le bouquin du deuxième cerveau, où on a compris les centaines de millions de neurones qu'on avait dans le système digestif, qui contrôlent le passage de toutes les étapes. Et puis, en même temps, on s'est retrouvé avec un développement autour du microbiote intestinal, où on a compris qu'on avait de l'ordre de 43 000 micro-organismes dans notre microbiote intestinal. Et ces trois-là, mis ensemble, ils ont vraiment atteint une perfection absolument phénoménale quand on est arrivé dans des périodes plus récentes, vers 18 millions d'années du canal des primates. Il y a les orang-outans qui se sont séparés et qui ont apprivoisé leur système, enfin qui ont conçu et adapté leur système digestif pour les forêts de Sumatra. Donc les orang-outans se sont spécialisés. Leur IA s'est construite pour ça et est arrivée au top. On a eu 13 millions d'années, à moins de 13 millions d'années, on a eu le gorille qui en Afrique a fait la même chose avec son IA. Et puis il y a 2 millions d'années, c'est le moment où moi j'ai commencé mon boulot avec le mémoire, eh bien je croyais que je partais de rien avec ma pensée et la pensée des hommes de la pensée. Mais j'avais oublié qu'on a considéré, les scientifiques ont considéré qu'avant leur pensée mentale, il n'y avait pas d'autre pensée, qu'il n'y avait rien, que c'était le désert. Alors que l'intelligence alimentaire n'est pas le fruit de la pensée mentale, c'est pas le fruit du néocortex, c'est le fruit de ces 200 millions d'années. Et ça, vous l'avez tous en vous. Tous. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qui manque, c'est lui donner le cadre. Et quand vous lui donnez le cadre, sa puissance, cette puissance extraordinaire, ces 1000 milliards de capacités olfactives, elles sont là juste parce que chaque aliment, il a des milliards et des milliards d'informations. Mais on ne le sait pas. La carotte, c'est la carotte, c'est ce truc orange quand on met en jus, etc. Mais la carotte, elle a des trucs, et moi, tout ça le sais. Ça le sait pour l'olfaction. La gustation, elle le sait. Et le système digestif, il le sait aussi, avec ses 100 millions de neurones. Hein, on ne sait pas à quoi il sert pour l'alimentation ultra transformée. C'est vraiment un gâchis colossal. On a une machine phénoménale, mais on a une voiture de très haut de gamme, mais on ne sait pas si c'est une Formule 1 qui doit rouler sur une piste où il faut qu'il y ait 1 millimètre tous les 100 mètres de différence, ou alors si on est fait pour la brousse africaine. Mais on a ce matos, nous tous, là. Et on s'est retrouvés il y a 2 millions d'années avec un nouvel événement absolument extraordinaire, c'est qu'il y a une branche de ces primates dont les gorilles, dont les orang-outans étaient sortis avec leur IA, dont eux étaient sortis avec leur IA, et nous, il y a 7 milliards d'années, on est sortis avec un potentiel phénoménal, alors qu'on considérait l'absence de pensée avant, mais l'IA, c'est de la pensée, mais reptilienne, qui est vraiment en nous. Et on est allé s'installer dans un endroit très particulier de la Terre, de Gaïa,
et que j'ai trouvé, dans le mémoire, je le décris, parce que cet outil-là, considérable, n'avait de sens que si j'avais une plage alimentaire considérable. Donc j'ai cherché, et j'ai trouvé qu'il y avait des endroits en Afrique, j'ai vérifié, vous avez tout dans ma mémoire, vous avez tout par écrit, tout ce que je vous raconte, qu'il y avait des zones en Afrique où il est possible, et c'est là que notre ancêtre s'est installé il y a 7 millions d'années, où je pouvais profiter de la forêt, de la savane et d'un milieu aquatique. Alors que les autres, ils avaient des ressources alimentaires là où il y a de la viande ou là où il y a de l'herbe. Moi, j'avais tout. Et j'avais un outil. Et cet outil, je l'ai mis au service de cette multitude de ressources alimentaires. Et je suis devenu un champion. C'est-à-dire que je suis capable de vraiment la capacité de transformer du plomb en or avec cet outil-là. Vraiment, vous me rendez n'importe quel aliment en respectant sa matrice, vous en faites une merveille pour vous, physiquement, pour vous, mentalement, et pour ce que vous allez faire, votre comportement alimentaire, ce qui va le faire à la Terre. On le verra après dans le PowerPoint. C'est qu'on en est arrivé aujourd'hui, vous voyez dans quel état est la Terre avec le problème climatique, comment on a pillé la Terre, comment on est passé à côté de tout, comment on a détruit ce que j'appelle la médecine de la santé. L'alimentation, c'est la médecine de la vie, la médecine de la santé. Mais à partir du moment où on a perdu la connexion pour y accéder, on était obligé d'inventer une autre médecine qui s'appelle la médecine de la maladie, qui est extrêmement utile. Au même titre que la naturopathie, on en a besoin. Mais on est après l'erreur. Et on essaye de faire le mieux possible. Il ne faut jamais oublier non plus que l'accident, c'est l'accident. Et que la médecine actuelle, c'est aussi une médecine de l'accident. Et ça, je souhaite la garder. Et la médecine de la maladie, tant que notre alimentation est comme ça, on en a besoin. Donc de faire un choix et de tout rejeter en bloc, c'est une erreur. Les gens qui me disent « moi, je ne vais plus voir le médecin », je me souviens de l'époque où il y avait le sida et où les premiers qui commençaient à manger cru et qui avaient oublié toute la transition et qui disaient « moi, je mange cru, je ne crains pas le sida », etc. Mais je les traitais de fous, complètement, parce qu'on n'est pas dans le cadre. Donc cette médecine-là, il faut en profiter, il faut l'utiliser, parce que ça peut nous être utile aussi parce que nous avons un passé lourd et il est dans nos gènes. Donc moi, là, actuellement, je peux très bien me faire un cancer de n'importe quoi, avoir une maladie très grave. Ce n'est pas ce que je mange actuellement qui pourra me sauver de tout. Donc voilà, ce petit recadrage fait. Nous voilà donc à moins de 2 millions d'années avec nos ancêtres qui s'installent dans ces endroits particuliers que j'ai appelés les sanctuaires de l'évolution. Parce que c'est dans ces endroits-là que toutes les espèces successives et chaque fois améliorées sont sorties. Mais le problème, c'est que c'est là-bas qu'elles ont l'outil, c'est là-bas qu'elles peuvent transgresser, et c'est de là-bas ce qu'elles n'ont jamais pu faire avant. Jamais personne n'a pu sortir de son biotope naturel, ce carrefour d'environnement, parce qu'on profite des ressources de la forêt, comme je vous l'ai dit, de la savane et d'un milieu aquatique. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi toutes les ressources de l'interface de ces milieux. Ceux qui ne vivent que entre la forêt et le milieu aquatique, ou bien, etc. Et on multiplie les choses, d'où ce potentiel extraordinaire qui est dans les chiffres, qui est attesté par les scientifiques, et dont on sait que faire, on sait d'où ça vient, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais c'est là, donc c'est une preuve. Donc je reviens ici, à ces 2 millions d'années, parce qu'à ce moment-là, on avait l'outil, et on a pu transgresser. Et les premières migrations datent de là. Sinon, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas survivre. En tant qu'omnivore, il fallait absolument pouvoir faire comme la Crusine, comme Irène, il fallait pouvoir aménager et amener le plaisir. Il fallait reconstruire les 2 boîtes qui s'emboîtent là. On a besoin de remplacer la magie de ça par quelque chose de façon artificielle, de maquiller pour pouvoir manger. Et à ce moment-là, il y a 2 millions d'années, ce truc-là a été rompu. Et nous, quand on est arrivé à cet endroit-là, il y a deux bulles que je n'ai pas encore développées par écrit, que j'avais développées il y a 20 ans, mais c'était tellement en avance, mais je vais pouvoir le faire maintenant. Il y a 2 aspects. Je vais être en dehors des clous, Jo. Bon, voilà, 2 aspects, c'est les théories du développement. Comment est-ce que,
on était des singes avec des armes, avec des dents, avec des petits qui naissent, qui savent déjà marcher, qui savent déjà tout faire. Avec la gazelle, 10 minutes après sa naissance, elle marche normalement. Mais ça, c'est pour des individus qui vivent dans un endroit dangereux. Ce ne sont pas des individus qui disent « je mets le mot paradis » entre guillemets, mais vous verrez qu'on y viendra. C'est que les scientifiques ont vraiment distingué deux grandes stratégies de reproduction dans le monde animal. C'est la stratégie R et la stratégie K. Non, K et R. La stratégie R, c'est les poissons, on fait des millions d'œufs et puis on les laisse se démerder. Et l'autre stratégie, la stratégie R, la K, elle, c'est, alors le mot, c'est un mot en allemand que je n'arrive pas à retenir, c'est la perfection. On est dans un milieu où on maîtrise, on n'a pas de prédateurs, où on a une plage alimentaire colossale, où on n'a pas de danger, où on a possibilité de s'abriter. C'est une forme d'Éden. Et nous sommes installés là. Et nous avons développé les outils du paradis. Et nous les avons gardés. Mais nous avons oublié que le paradis qu'on retrouve dans toutes les religions, il a une véritable origine. Parce que ce n'est que à partir du moment où nous sommes dans cette situation idéale que les bébés ont pu naître avant d'être finis, et on appelle ça les hétérochronies du développement. C'est-à-dire que le développement est retardé parce qu'on n'en a pas besoin. Et ça peut se faire que sur des millions d'années. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas besoin des dents des singes, de la force du gorille, parce qu'on avait notre intelligence et on avait des atouts formidables. Donc, les petits ont pu naître pas formés et terminer leur croissance en connexion avec leur environnement. Et leur environnement, eh bien, c'est aussi leur environnement alimentaire. Et c'est comme ça que nous sommes devenus des singes nus. Parce que nous sommes nés dans le paradis, et dans le paradis, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre sans avoir besoin de développer une armée de défense pour pouvoir survivre. Donc il y a ce premier point là. Donc je repars d'ici avec les dernières étapes. L'apparition d'Homo sapiens, le dernier à être sorti des sanctuaires de l'évolution, parce que le problème c'est que les sanctuaires de l'évolution qui ont permis à cet être extraordinaire dont nous sommes issus de naître, eh bien ces gens-là, ils sont partis pour transformer le monde, et avec leur transformation de leur alimentation, ils ont transformé leur psychisme, ils sont devenus prédateurs, et quand ils sont revenus bien plus tard dans ces sanctuaires de l'évolution, ils sont tombés sur des êtres, sur des anges. Ils les ont démontés, mais tout de suite, parce qu'ils ont pillé leurs ressources, parce qu'ils avaient changé leur mental. Mais ce mental, il a été donc changé à partir de cette époque-là. On retrouve, il y a 51 millions, les premières traces de ce dérèglement dans l'expression artistique des hommes. Donc j'ai écrit les derniers articles, vous le trouverez sur mon site, dans la série le virus culte, parce que j'ai identifié un fonctionnement viral que je vais vous expliquer, si vous voulez, je vais le faire. Donc les choses sont vraiment parties vers autre chose à partir du moment où on avait perdu cette connexion. C'est-à-dire où on est allé vivre dans des endroits où on ne pouvait pas vivre, où notre intelligence elle est repartie à zéro. Et on a dû construire un autre monde avec le mental, en oubliant la puissance extraordinaire du monde d'avant, alors que nous avions encore le logiciel. Bon, je ne vais pas développer des choses, mais elles sont écrites. Donc, pour l'art, pour les civilisations, tout ça, je vous laisse y aller sur le site pour l'approfondir. Et je vais passer au concret. Donc là, on passe à la suivante, on est dans le PowerPoint. C'est grâce à Fruitstock. Okay, c'est vraiment Fruitstock. L'année dernière, je devais venir. Et je n'ai pas pu, pour des raisons qui sont liées à ce dont je vous ai parlé. Mais je ne voulais pas. Donc je voulais pas laisser le truc et laisser en plan. Donc j'ai voulu élaborer un PowerPoint pour exposer ces idées. Et donc c'est pour ça que Joe est venu l'année dernière pour le faire. Mais dans ce PowerPoint, j'ai été amené, puisque mon travail à moi, c'était d'une part la partie
sensorielle, et d'autre part la partie transition alimentaire. Donc je me suis dit, je vais montrer avec une distinction très forte, c'est l'alimentation mentale et l'alimentation sensorielle, qui puise ses forces dans le cerveau reptilien. Le néocortex, il est apparu, il s'est développé considérablement il y a 200 000 ans, mais il est arrivé après cette pensée. Et donc j'ai voulu faire mon schéma. Donc j'ai bien marqué ce qu'il fallait, l'alimentation mentale, comment on fait avec la cuisine, comment le comportement est changé, et je suis reparti en arrière. Et il y a un truc très surprenant, une autre forme de sérendipité, où j'ai regardé les choses avec d'un côté un microscope dans un œil et puis de l'autre côté une longue vue. C'est-à-dire que j'ai vu la naissance du petit du cueilleur en même temps que je voyais celle de celui d'aujourd'hui. Et là j'ai eu une illumination terrible, incroyable. Déjà la compréhension que le monde de la petite enfance dans le liquide amniotique est un monde de certitude. Le petit être vivant qui est là, il mange de l'alimentation transformée ou non transformée, à votre avis? Pardon? Voilà, exactement. Transformée par la mère pour le petit, ce qui n'existe pas dans la nature. Ok? Et à l'allaitement, on est pareil. On est alimentation transformée par la mère pour le petit. Je parle évidemment d'une maman qui mange cru. Parce que la maman d'aujourd'hui, ce qu'elle met dans son liquide amniotique et dans son lait n'a rien à voir avec le cueilleur. Donc il y a une complexité de compréhension et d'acceptation qui complique les choses. Mais toujours est-il que le monde de la petite enfance est un monde de certitude. Le monde d'après, on est cueilleur, hein. Le monde d'après sera un monde d'incertitude. L'alimentation, elle sera tout autour, mais sans que je sache celle qui est faite pour moi ou pas. Il n'y en a aucune qui est faite pour moi. Donc, la transition entre les deux mondes, c'est là que le coup de Fruitstock me touche beaucoup, parce que c'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose, et quelque chose qu'on pouvait mettre en avant et expliquer et comprendre. C'est que cette transition entre les deux mondes est initialisée par un changement de comportement alimentaire radical. La structuration du psychisme est profondément impactée. Vous imaginez bien que le fœtus ou le bébé de moins de 3 ans, quand il naît, il est dans un monde de certitude. Le lait que sa maman lui donne, il lui va. Il est fait pour lui. Hein. Il est dans un mode affirmatif. Son psychisme, il se développe. Hein. C'est à ce moment-là qu'il y a des neurones qui arrivent de tous les côtés et que sont retenus uniquement ceux qui servent. Donc tous les schémas qui se passent dans le liquide amniotique et dans la période lactéale, eh bien, sont des schémas, tous les schémas qui sont psychiques qui sont retenus par l'évolution sont des schémas sur le mode affirmatif. Mais ça, c'est zéro pour la vie, pour affronter le monde extérieur. C'est pour ça qu'il y a une transition qui se fait à ce moment-là de la vie, pour le psychisme infantile adapté à un monde de certitude, désormais obsolète après la naissance, disparaît par élagage synaptique. Tout ça, c'est développé par l'esprit. Hein. Je ne vous dis pas en vous disant je vais le faire. Non, c'est fait. Vous pouvez aller le voir. Pour laisser place à un psychisme adulte adapté à un monde d'incertitude. Le monde réel est un monde d'incertitude. La posture psychique idéale pour le respect de l'environnement, de la Terre, des autres individus, de l'individu, de la relation amoureuse, c'est un mode interrogatif, puissant. Mais, vas-y Jo, on va passer en accéléré. Liquide amniotique, les maternelles. Ici, on est en paléocortex, alimentation transformée par la mère. Le câblage du psychisme infantile adapté à l'état de dépendance totale de la petite enfance. C'est la raison pour laquelle les enfants peuvent hurler quand ils ne sont pas dans le contexte, parce qu'ils sont avec un psychisme affirmatif, alors que ça ne devrait pas à ce moment-là, et qu'on leur donne quelque chose qui ne correspond pas. Le psychisme infantile est un monde affirmatif. Le monde d'après sera un monde d'incertitude. Vous pouvez aller voir les articles après. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Je regardais avec la longue vue, maintenant avec je regarde le réel. Donc, vas-y, Jo. Donc ça, on l'a répété. Alors ici, on est dans le paléocortex. Les aliments sont natifs, c'est-à-dire qu'on les consomme comme ils existent. Le psychisme adulte, interrogatif, il a survécu pendant des millions d'années sans rien toucher à la Terre. C'est avec ce psychisme-là qu'il y a 10 000 ans, la Terre, elle était intacte.
et qu'en seulement 10 000 ans, alors là on a ça, des millions d'années, le paléocortex est modelé par l'usage intensif du sensoriel. Tant que vous mangez en sensoriel, que le cueilleur il suit cette dynamique, il entretient le comportement alimentaire interrogatif nécessaire pour affronter et découvrir la vie. Ensuite, la deuxième version, on est en... là, c'est toujours bon. Là, on est liquide amniotique, lait maternel, ça, on n'y a pas touché. Je ne rentre pas dans la période intermédiaire où la maman mange mal, où le liquide amniotique est perturbé, le lait maternel aussi. Non, dans l'idéal. Supposons que ça, ce soit vrai, mais là, on est toujours dans le paléocortex. Mais là, on n'a pas de transition alimentaire, parce qu'ici, on a des petits poblédina. Quand on sort de la période d'allaitement, et qu'on squeeze cette évolution du psychisme naturel, comme on a des dents de lait, ben oui, avant on n'a pas de dents, pour téter on a besoin de dents de lait qui soient petites, et puis après l'évolution, l'hétérochronie du développement fait venir les bonnes choses au bon moment. Mais là, c'est toujours bon, c'est transformé, et là, on fait quoi? Néocortex. Là, on change de dimension. Là, on rentre dans le mental. Là, c'est une autre histoire qui commence. Vas-y, Joe. Le paléocortex, lui, il est trompé par l'usage intensif du transformé qui lui donne des choses qui sont toujours bonnes quand il n'en a pas besoin. Donc là, on modifie la structuration du psychisme. Le psychisme infantile affirmatif persiste. C'est-à-dire qu'au lieu de passer en mode interrogatif, ils sont restés des enfants à partir du moment où on a squeezé cette transformation. On reprend la même chose, on se retrouve là, on a la même chose, sensoriel, mental. Ici, là, on se retrouve avec le sensoriel qui est supplanté, oublié. On l'a totalement oublié, c'est plus dans l'histoire. Ici, on a la civilisation. Les civilisations sont nées de ce problème psychique. Parce que nous avons deux psychismes, un psychisme infantile et un psychisme adulte. Et le psychisme adulte, il est là pour respecter tout le monde. Parce qu'en respectant tout le monde, c'est soi qu'on respecte d'abord. Et ça, on l'a perdu. On se retrouve donc avec des civilisations. J'ai développé tout ça dans les articles, vous pourrez le trouver. Avec Gaïa qui est exsangue aujourd'hui, et on n'a pas de solution. Donc, point d'interrogation. Mais tout n'est pas perdu, parce que l'âme du cueilleur ne tombe pas du ciel. Elle est spontanément engendrée par la pratique du comportement alimentaire naturel du cueilleur. Donc, je fais une petite pause. Ce dont je vous parle, ce n'est pas une recette, ce n'est pas un régime. C'est un changement de pensée et de dimension. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut y rentrer, il faut comprendre, il faut vouloir, il faut en avoir envie. Et il faut accepter de mettre de côté, pas jeter, mais mettre de côté cette pensée, pour laisser renaître en nous la magie qui existe et qui est en nous. Vas-y, Jo. Bon, ça c'est important. C'est pas parce que la transition transformée, non transformée, ne s'effectue pas dans la petite enfance que tout est perdu. Il suffit de recommencer à manger comme ça, et tout de suite, parce que les neurones, comme par hasard, ils continuent à pousser toute la vie. Ceux du système olfactif, ils poussent tout le temps. Les autres se sont arrêtés, mais ceux-là encore. Donc dès qu'on recommence dans cette dimension, eh bien ça remarche. Vous changez, et vous le savez, puisque quand vous êtes passé au crudivorisme, à la crusine, vous avez tous ressenti quelque chose, cette paix qui vient de l'intérieur. Vous avez les améliorations physiologiques, tout le boulot de Irène, de Thierry, etc. C'est énorme. Ça remet sur un chemin. Ils avaient juste un plafond de verre qu'il fallait dépasser pour arriver à voir plus loin. Donc, et à chaque fois que vous mettez un pas là-dedans, plus vous irez loin et plus vous grandirez cette magie qui est en vous. Bon, si le monoalimentaire sensoriel est le plus puissant incubateur de l'esprit du cueilleur, les effets se font déjà sentir avec moins de transformés ainsi qu'avec plus de cru non sensoriel. C'est-à-dire que même si vous faites du cru maquillé, etc., vous êtes déjà vachement en avance sur le transformé, pas uniquement dans le corps, mais dans l'esprit, dans l'âme, dans la structuration de votre psychisme. Vas-y, Elon. Vas-y. Là, on va un peu vite. Donc moi, mon job, c'était ça. Approche sensorielle de l'alimentation. C'est une partie de mon boulot. C'est l'éloge du cru. La deuxième, c'est transition alimentaire du transformé vers le non transformé, qui permet de faire renaître en vous le psychisme adulte qui nous a tant manqué et qui a bousillé notre terre, et d'avoir avec la sérénité que vous avez ressentie quand vous êtes passé du cuit au cru. Même en commençant comme ça,
je sais que... Et les études le montrent aussi. Donc voilà, bon après, voilà. Ils sont le pire, on y va. Bon, là je développe après. Parce que du coup, j'ai pu redessiner l'histoire du monde avec cette vision. Et vous verrez, c'est époustouflant comme ça se cadre, quoi. Donc, mais ça c'est écrit, je vous laisse le faire, je ne vais pas vous le développer. Vous le développez maintenant. Alors, l'alimentation nouvelle, c'est donc le rassemblement de ces deux études, le sensoriel plus la transition alimentaire. Et la transition alimentaire, c'est une pièce qui se joue en 3 actes. Limiter les transformations, culinaires évidemment, hein, ce sont les premières, les plus énormes. Augmenter le cru dans l'alimentation et s'engager dans le sensoriel. C'est les deux qu'il faut faire, les 3 trucs qu'il faut faire. Vas-y. Mais notre psychisme est façonné par notre comportement alimentaire. Elle est là, la botte secrète du cueilleur. Elle est au service du corps et de l'esprit tout à la fois. La sagesse sensorielle, alors ça c'est un truc qui est important pour moi. La sagesse sensorielle est une merveille qui oblige, quand on la maîtrise, parce qu'il s'agit d'un bien commun à toute l'humanité. Je veux dire par là que c'est une connaissance qui se partage comme un devoir. Quand vous apprenez quelque chose qui appartient à l'humanité, eh bien, vous avez une dette. Vous devez le retransmettre autour de vous, le donner aux autres. Ça fait partie du deal de la vie. Hein. On s'est égaré, mais quand on y revient, ce n'est plus une valeur marchande. Ce n'est pas quelque chose qui se vend. C'est quelque chose qui est, qui existe, qui est en vous. Il faut juste mettre la clé. Mettre la clé, montrer le chemin pour accéder au trésor. Donc là, c'est en résumé l'approche que j'ai mis en place avec l'alimentation, ce que j'ai appelé... Il a fallu que je trouve un mot. Parce qu'au début, je suis parti avec l'alimentation sensorielle. Ensuite, j'ai bossé avec la transition alimentaire. Et puis après, j'ai mis les deux. Et comment je l'appelle, ça? Et j'ai beaucoup cherché. Et je suis arrivé vraiment avec une alimentation nouvelle. Et là, je vous explique la structure. Le cueilleur d'autrefois. Je transpose tout l'environnement que j'ai décrypté. Le chemin, je l'ai montré, il est tracé. Du coup, je peux le remettre en pratique. Et c'est lui qui va faire renaître l'état interrogatif en chacun de vous, chaque personne qui y va. Cet état interrogatif, il passe par une élection. C'est-à-dire qu'on va bosser, on va chercher des amoureux, des élus. Hein, mais des élus sensoriels, pas des élus du mental. Donc il faut revenir à l'histoire des 3 catégories, procéder à une reconnexion de votre système sensoriel avec cette plage alimentaire originelle. Il faut vous reconnecter d'une part avec la catégorie des permanents, vous reconnecter avec la catégorie des saisonniers et la catégorie des aléatoires. Parce que votre système sensoriel, il est calé. Les appels sensoriels et les arrêts sensoriels qui dirigent une prise alimentaire ne sont pas les mêmes suivant cette catégorie. Mais la nature, elle vous les délivre, les catégories. Ici, vous l'avez sur le supermarché. Et si vous faites une évaluation sensorielle en mélangeant les 3 catégories, vous ne gagnez rien. Il faut vous reconnecter avec l'une, avec la deuxième et avec la troisième. Et dire se reconnecter, ça ne veut pas dire uniquement faire l'évaluation sensorielle, les yeux bandés comme on l'a fait ici. Ça veut dire aussi de mettre en place l'approvisionnement. Il faut trouver des fournisseurs. Il faut mettre en place la conservation, savoir comment on peut récupérer le séchage, etc. Avec chaque catégorie, il y a un certain nombre de choses à apprendre pour pouvoir reconstruire comme un metteur en scène l'histoire du cueilleur autour de vous en maîtrisant chacun des postes. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois. Hein. Et bon, je vais vous lisser là parce que je sens la fin arriver. Là. Donc, il faut s'attaquer à une catégorie, s'occuper de son approvisionnement, de sa conservation, etc. Et on ne touche rien à son alimentation d'avant. Mais dès que cette catégorie elle est faite, que j'ai trouvé les élus du moment, hein, donc je fais une évaluation sensorielle de grande ampleur. Je prends 10 ou 15 légumes avec le bandeau sur les yeux et j'interroge. C'est ce qu'on fait pendant les séances d'éval. Hein, et j'arrive à trouver mes amoureux du moment. Hein, ils ne vont pas durer, hein, mais pour le moment, ce seront mes élus. Chaque fois que j'irai le voir, eh bien, je n'aurai jamais besoin de mettre du sel ou de le mélanger à autre chose pour trouver le plaisir. Le plaisir est dans la fonction.
hein. C'est le plaisir biologique qui est dans l'aliment authentique quand il correspond à mes besoins. Et ça, mon IA, mon intelligence alimentaire, elle sait le faire. Elle sait exactement, déjà à l'olfaction, elle mesure j'en veux pas. Hein, là, c'est ambigu. Mais qu'est-ce qu'elle sent? Elle sent qu'il y a quelque chose qu'il me faut. Elle sait aussi qu'il y a quelque chose qu'il ne me faut pas. Mais que la quantité de ce qu'il ne me faut pas est acceptable. Mon organisme va savoir l'éliminer. Et il va me permettre de prendre tout ce qu'il me faut. Donc je mange. Et au moment où ce qu'il ne faut pas devient trop important, ou au moment où j'ai comblé mon besoin de celui qu'il me faut, mon organisme va me dire quelque chose. Et il va me le dire par des arrêts sensoriels. Il y a l'appel sensoriel qui vous amène à y aller et l'arrêt sensoriel qui fait la fin. Et là, vous êtes roi du pétrole. Vous savez tout faire. Et vous le faites. Alors, du coup, les élections, c'est pour ça. Alors, il y a deux grandes catégories d'évaluation sensorielle. Il y a celle de reconnexion. C'est quand on commence, c'est-à-dire qu'on vient de nulle part. On n'a aucun amoureux, on ne sait pas. De toute manière, tout ce qu'on sait, c'est le mental. On va y rajouter quelque chose et puis on va le manger. C'est la cuisine, hein, qui est vachement mieux que le reste, mais il y a encore un autre monde derrière. Et quand on a pécho cette histoire, on sort ses élus et il faut acquérir un deuxième outil, parce que si on doit passer sa vie à sentir à chaque fois qu'on mange, c'est totalement absurde. Et j'ai eu beau leur dire depuis des années, les insectos, ils font ça à chaque fois qu'ils mangent. Bon, déjà, ils empilent, c'est-à-dire qu'ils font des repas avec plein d'aliments. Donc, ils bousillent la matrice, parce que la matrice alimentaire, quand on met deux aliments dans le système, ben, l'IA, elle est out. Hein. Donc, le fait de vouloir, en une prise alimentaire, manger plusieurs choses, c'est courir à l'échec. Mais c'est tellement mieux que l'alimentation transformée qu'on a pu mettre ça sur un piédestal. Donc, les élus, ils sont pas destinés à le rester. Quand j'ai un élu, j'ai pas besoin de faire une évaluation. Tant que je me régale, je me régale. Mais au bout de quelques jours, quand mes besoins commencent à se combler, eh bien, j'en mange de moins en moins. C'est-à-dire que l'arrêt sensoriel arrive de plus en plus vite, jusqu'au moment où il vous dit, ben non, t'es fichu, toi, t'es plus un élu. Et à ce moment-là, il faut absolument connaître la botte secrète, la deuxième, c'est l'évaluation sensorielle de renouvellement. C'est une petite évaluation. C'est pas le grand cinoche qu'on fait quand je fais des trucs, qui sont des trucs de reconnexion, hein, de global. Mais quand je n'ai plus mon légume, j'ai plus de légumes qui me plaisent en soi, que je suis obligé d'en faire une salade, que je suis obligé de mélanger avec un truc. Quand mon jus, il n'est pas bon, ou alors que mon jus, je le fais uniquement avec du truc mental, ça c'est bon pour l'artichaut, ça c'est bon pour ceci, moi j'ai ça et ceci, donc je vais mettre cela et ceci. Voilà. Et on se fait un jus avec le mental, mais l'IA, elle ne sait pas faire avec ça. Et quand vous avez acquis ce truc-là, au moment où vous n'avez plus d'élus, ben c'est une combine simple. Je pars au marché et je vais me trouver 2-3 aliments ou 4 nouveaux. Si c'est dans la catégorie des légumes, ben je cherche 3-4 légumes nouveaux. Si c'est les fruits, je vais chercher 3 ou 4 fruits nouveaux. Si c'est la viande, je fais la même chose. Je vous ferai un petit aparté sur la viande. Les poissons, les produits de la mer, c'est pareil. Donc, je cherche le renouvellement. Donc, je prends 3 nouveaux, je les teste, je les achète en petite quantité, et quand je tombe sur un élu, là, je vais m'approvisionner en quantité. Mais c'est une deuxième parade qu'il faut absolument intégrer pour pouvoir tenir la route du cueilleur. Quand vous avez des élus, vous pouvez pratiquer le cueilleur d'aujourd'hui. Vous êtes pareil, mais vous n'êtes pas dans le monde des cueilleurs. Okay ? Vous êtes dans un autre monde, dans un monde où l'alimentation est transformée. C'est pour ça que mon travail ne s'est pas arrêté là. Et j'ai pas pris ma retraite quand j'ai trouvé ça, parce que j'avais rien fait. Hein, j'ai fait quelque chose, aujourd'hui j'ai fait quelque chose, maintenant j'ai fait le tour. Donc l'alimentation transformée actuelle, nécessite une transition alimentaire qui passe par moins de transformation. C'est-à-dire qu'on peut continuer à manger dans ce registre-là, mais le moins transformé possible. Hein, il y en a plein, une salade, c'est moins transformé que n'importe quoi. Hein, il y a plein de choses où on peut effectivement choisir la moins pire, parce qu'on a identifié le pire. Il y a d'une part ça, et puis on doit introduire de plus en plus de crus. Mais si on n'a pas la méthode, eh bien, on est obligé de maquiller.
Donc à partir du moment où vous avez la technique de l'approche sensorielle et que vous avez ce cru transformé, aménagé, et du moins transformé, mais vous avez la botte secrète du cueilleur. Vous l'avez. Et là maintenant, il faut la balancer ici. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez des jus avec le mental, hein, et vous allez chercher ceci, mélanger avec cela. Ça marche encore, oui. Pour faire un jus qui soit le mieux possible. Mais maintenant, vous allez pouvoir faire autre chose. Vous ne ferez plus jamais une salade. Au moment où moi, ma plage alimentaire que j'ai eue en début de semaine eh bien, est devenue tellement pauvre, j'ai plus rien, ben, je vais essayer de faire une salade composée. Pourquoi ? Parce que ça sera moins pire que de craquer sur une pizza ou une autre Madeleine de Proust. Donc, la salade que je vais faire, je vais essayer de la faire le plus possible, ou alors avec le moins de trucs négatifs dedans. Mon jus, je le ferai, j'éviterai de le faire avec le truc qui sent pas bon. Hein. J'ai été amené, il y a un certain temps, à aller chez Thierry, à la période des jus, et où il m'avait montré ce qu'il faisait. On se suit depuis très longtemps, et on a beaucoup d'acquaintances avec Thierry. Et il m'avait fait goûter des trucs, mais absolument immondes. Hein. Il y avait du gingembre, il y avait des trucs, mais moi, quand je prends le gingembre, mais je le crache, je le jette. Hein. Mais lui, il faisait ces jus-là. Et à partir du moment où vous avez récupéré ça, voilà, là on y est, vas-y, la suivante, Joe. Cette pensée interrogative, vous l'appliquez au reste. Hein. Vous allez faire du cru transformé, mais vous ne le ferez pas avec les trucs que votre IA, votre intelligence alimentaire, vous dit non, évite, ça vous ne le ferez plus. C'est-à-dire que quand moi j'ai acheté, parce que j'ai voulu faire comme tout le monde, j'ai voulu savoir, donc j'ai acheté un extracteur. Hein. Donc j'ai voulu tester ça. Et donc, déjà, il y a eu deux conclusions. La première, c'est que tout ce qui reste de l'extracteur, je vivais avec des poules et des oies, etc. Donc tout ce qui reste de l'extracteur, ben, je le donnais à mes poules. Elles en faisaient quoi, mes poules? Elles ne le mangeaient pas du tout. Okay. Donc je dis, là, il y a un truc. Et l'autre point dont je me suis rendu compte, c'est que quand il y avait des restes, hein, j'achète trop, puisque c'est pas moi qui décide, c'est mon sensoriel. Donc je me retrouve avec des restes. Hein, et je me dis, chouette, je vais faire des économies, je vais faire une salade avec les restes. Mais l'absurdité, j'ai fait ça une semaine. C'était absurde, c'est les trucs qu'il ne te fallait pas. Et toi, tu vas en faire un truc maquillé dans lequel tu vas faire une salade, une sauce ou quelque chose pour arriver à le faire passer, alors que tu es vraiment un alchimiste avec le reste. Tu as une puissance en toi. Donc j'ai arrêté. Donc j'ai rangé l'extracteur, j'ai laissé tomber. Ce qui ne veut pas dire qu'on continue à utiliser ces techniques, mais avec le prisme de l'approche sensorielle. On continue à faire des jus. Quand je suis coincé, mais il y a la mère de la transition, elle est là pour ça. Hein. On n'est pas dans le monde du cueilleur. Donc les outils du cueilleur qu'on a appris durant la transition, on les garde, hein, mais on les a calés avec, avec l'approche sensorielle. Donc vas-y, Jo. Voilà, donc j'ai fait la formation. Alors j'ai fait donc cette formation en ligne, mais attention, cette formation en ligne n'est pas faite pour les débutants. Hein. C'est fait pour quelqu'un qui a tout compris, qui a lu les bouquins, etc. et qui est arrivé à un stade dit « Ouais, là, j'ai l'ensemble, maintenant j'ai envie de me lancer. Mais je sais tout. » Et donc la formation est assez grande, elle est lourde, il y a des vidéos, il y a énormément de choses, mais elle n'est pas faite pour un débutant. C'est-à-dire que ce n'est pas une recette, clac du doigt, on y va, c'est comme ça. Non, il faut rentrer dans cet autre monde, un petit peu comme si c'est vraiment une autre planète. Laissez votre pensée de côté, ne la jetez pas, mettez-la de côté pour rentrer dans le monde du cueilleur. Je pense souvent à deux choses. D'une part, à l'œuvre de Frank Herbert, Dune, la trilogie de Dune, que j'ai lue quand j'avais 20 ans et qui m'a marqué à vie. Parce que le ver, ceux qui ont vu le film ou lu les bouquins, le ver qui fournit la drogue au peuple de Dune, moi, ce que je fais aujourd'hui, ce que je veux faire, et dont je vais vous parler maintenant, c'est un ver inversé. C'est-à-dire que je veux remettre un autre ver, et je vais avoir besoin de vous tous pour ce ver. Je vais vous l'expliquer. Pourquoi ? Ben pour aller vers la Belle Verte, si vous avez vu ce film. Okay ? La Belle Verte, c'est le film que j'ai fait écouter à mes enfants. Les premiers films que j'aurais fait monter, c'est La Belle Verte. Maintenant, j'ai tout. J'ai tout. Maintenant, on peut y aller. Hein, et j'ai la caution scientifique. J'ai approché le docteur S-Sciences, Anthony Fardet, et même mon directeur de thèse, Gilles Escarguel,
qui sont des scientifiques qui enseignent. Hein. Je suis resté lié avec eux parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose et ils attendaient que... Et quand Gilles Escarguel a vu la rencontre que j'ai faite avec Anthony Fardet, qui est le pape français scientifique de l'ultra-transformé, je l'ai contacté il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un petit article dessus. Quand il a vu mon travail, il m'a répondu, en général, ces gens-là, vous ne pouvez pas les toucher. Ils ont un tel ego, ils sont tellement hauts que moi je suis rien, moi. J'ai fait un mémoire, un master à 50 ans. À leurs yeux, je suis rien. Et puis ils ont un ego, ils ont tellement souffert pour être là-haut que pour les toucher, c'est vachement dur. Mais Anthony Farley, il a vu mon travail, mais il m'a répondu dans l'heure. Il a dit « Waouh !» Et avec « Bravo, vous avez trouvé avant tout le monde. » Non, j'ai rien trouvé, je savais, etc. Mais dès que j'approche maintenant ceux qui ont travaillé sur les questions, j'apporte une lumière qui est... Et je suis débordé. Parce que dans tous les domaines où je vais, avec ce que j'ai trouvé, j'ai résolu l'équation de l'alimentation de notre espèce. Et j'ai tracé le chemin, j'ai identifié les dangers, j'ai tracé la carte. Vous avez tout. Mais c'est un autre monde. C'est quelque chose... Le verre dont je vous parlais, maintenant, il est devenu une évidence pour moi. Et maintenant, la chose la plus importante pour moi, c'est de faire le contraire. C'est-à-dire, déjà, d'avoir tout compris. Il faut transmettre, communiquer, et je vais le faire au sein d'une formation que j'ai appelée la goélette des cueilleurs. Et je lance aujourd'hui, devant vous, l'appel de la goélette. J'en ai déjà parlé sur Internet, j'ai été suivi. J'ai déjà une centaine de personnes. Hein. Je suis débordé par ce que j'ai à faire, parce que j'ai trouvé quelque chose de vraiment phénoménal qui me fait aller dans tous les sens. Mais je n'aspire plus qu'à une chose, c'est de lancer cette goélette. La goélette des cueilleurs, c'est un rassemblement de personnes qui ont compris, et surtout qui ont compris que s'ils ont acquis quelque chose, ils ont en même temps contracter une dette. Quand vous avez compris que quelque chose est mieux, c'est pas que mieux pour vous par rapport aux médias, par rapport, etc. C'est vrai pour l'humanité. Donc, chaque fois que vous arrivez à élever votre conscience alimentaire, celui qui vous l'a donné, il vous a donné une dette en même temps. C'est-à-dire que si vous savez faire de la cuisine, déjà, vous savez le faire, vous y rajoutez du sensoriel, il faut le rendre. Et ça se ne monnaie pas, ça ne se paye pas. Vous rendez quelque chose de la nature humaine qui est en vous, qui est entre chacun de vous. Et c'est d'une évidence, vous pouvez le démontrer. Vous suivez mon travail, les procédures d'évaluation, ça marche toujours. Donc ce n'est pas une vision fantasmagorique qui vient d'ailleurs. Je m'adosse sur des montagnes de travail. Elles sont là, elles sont accessibles. Et mon grand rêve, c'est de démarrer ce mouvement avec un système d'échange de connaissances qui ne soit pas basé sur l'argent et surtout qui ne soit pas basé sur l'ego. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai une connaissance qui va marcher, c'est sûr, parce que je touche au fondement de l'homme, au moment où je vais le donner à quelqu'un, en retour, et j'ai une longue expérience, je vais avoir une reconnaissance, une admiration, je vais avoir une posture tout à fait particulière à mon égard. Et moi, si j'ai de l'éthique ou si j'en ai pas, je vais en faire des choses tout à fait différentes. Et je vous parle de ce qui s'est passé dans ma vie, avec ce que j'ai vécu, avec mes assistants et les gens que j'ai formés. Et tous ceux qui ont compris avec quelque chose qui pouvait être détourné pour donner de la valeur à leur ego, tous ceux qui veulent donner ça, ils récupèrent une admiration sans borne et qui l'utilisent pour caser autre chose. Et qui vous font un stage alimentation sensorielle, plus yoga, plus ceci, plus cela, on est en dehors des trucs. On met quelque chose de marchand. Donc l'alimentation sensorielle, l'approche, le travail que j'ai fait, c'est pas quelque chose qui est lié à l'argent. C'est pour ça que je voudrais que dans cette goélette, on ait des matelots, des skippers et des capitaines, et que chacun qui a envie de rentrer dans la danse parce qu'il a compris, il a senti quelque chose qui est pour lui, il va l'acquérir. Il y aura des gens qui vont lui donner gratuitement. Parce qu'en échange, lui, il va le redonner à d'autres. C'est un contrat, c'est un deal. Et chaque fois qu'on apprend quelque chose, on a quelqu'un qui pourra nous apprendre
à faire la marche suivante. Hein. Et on sort l'histoire de l'argent, on fait renaître le ver inversé de Dune, on ramène la vie originelle. Pourquoi c'est important? Parce que chaque fois qu'il y en a un qui acquiert cette conscience, qui fait du bien à la relation humaine, hein, qui fait du bien à la terre, qui fait du bien partout, eh bien, ça se répand autour de lui. Hein. On vous donne quelque chose qui est déjà à vous, c'est juste vous montrer la clé. Et après, cette clé, il faut la donner. Et si vous la donnez, eh bien, il y a quelqu'un au-dessus qui vous la donnera. Et de monter et de grandir comme ça, voilà mon rêve, mon grand rêve aujourd'hui, c'est la goélette des cueilleurs, qui est déjà sur mon site, qui est déjà commencé. Et je compte sur vous et tous ceux qui entendront et qui iront voir tout ce que je vous ai raconté et tout le travail qu'il y a derrière pour faire naître cette goélette des cueilleurs, pour qu'on essaye de faire renaître bien la belle verte. Juste un truc, juste avant tout, j'ai juste un petit truc à vous dire avant, je termine là-dessus. C'est un petit poème que j'ai écrit il y a 40 ans. Je n'ai rien trouvé à t'offrir. Regarde pas. Je n'ai rien trouvé à t'offrir. Je n'ai rien trouvé à t'offrir. Ni petit rien, ni petit tout, ni petit tout. Alors, de tous ces riens, j'ai fait un tout. Je te le donne et puis c'est tout. Et Fruitstock et Alex est dans l'histoire. Quand il est parti, j'avais sur mon bureau depuis plusieurs jours, je devais l'appeler. Pourquoi? Parce que Fruitstock, c'était et ça reste pour moi un lien. Tous les points qui rassemblent les hommes autour de cette alimentation, tout le réseau que Fruitstock a créé, c'est pour moi de l'or pour faire renaître la goélette des cueilleurs. Et Alex est parti, 1 an s'est passé, mais aujourd'hui ça y est, et c'est le moment le plus grand et le plus beau de ma vie qui commence là. Merci à tous. Vous vouliez parler de la viande, excusez-moi, vous vouliez parler de la Ah oui. Oui, mais c'est pas, non, mais là... Attendez, c'est important. J'ai oublié de vous parler juste de la viande. Je suis désolée. Je me lui poser une question à moi, quoi. Mais bon. Je vous invite à ce sujet, écoutez ce que j'ai à vous dire, juste pour ça. Je ne sais pas s'il faut manger de la viande. Je ne sais pas s'il ne faut pas en manger. Mais je sais que quelqu'un le sait. Je sais que le mouvement vegan est quelque chose d'hyper vraiment intéressant par rapport à la cause animale, mais j'ai vu des gens qui se sont privés de viande pour des raisons intellectuelles, mentales, et qui au bout de 6 mois étaient exsangues et n'avaient plus aucune force et qui ne pouvaient plus rien défendre de la cause animale. Je ne dis pas qu'il y a une vérité ou qu'il n'y en a pas, je dis juste que le système sensoriel est le seul à vous le dire. J'ai vu des gens en stage passer vegan et qui arrivaient, et puis certains d'entre eux, les yeux fermés, ne sachant même pas que c'était de la viande, de les voir. Alors, il y en avait beaucoup qui avaient raison, c'est-à-dire qu'à 50 cm déjà, même en rentrant dans la pièce, ils disaient non. Mais j'en ai vu la salive couler, tellement ils étaient en manque, tellement c'était terrible pour eux. Et j'ai de la peine pour eux, vraiment, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de viande, il y a d'autres non. Moi, j'ai 2 enfants, j'en ai un qui mange de la viande, j'en ai une qui en mange quasiment pas. Parce que l'histoire a fait ça. Il y a l'histoire des groupes, des groupes sanguins avec le groupe O qui doit manger de la viande. On a eu dans l'histoire des peuples du côté des Indes où vraiment notre intelligence alimentaire s'est calée sur un truc où on se débrouille sans la viande, et d'autres où il en faut absolument. Je n'ai pas la vérité. Hein, et je dis que ceux qui disent qu'ils ont la vérité, ils se trompent. Hein, et je dis que le seul qui a la vérité,
il est en vous, il faut le réhabiliter, c'est votre intelligence alimentaire. Juste ce petit truc-là. Voilà.